Bonjour à tous, bonjour Elisabeth Guigou. La Corée du Nord a procédé à son premier nucléaire de bombe H, la plus puissante. Est-ce que c'est inquiétant? Oui, vraiment. D'ailleurs, on n'imagine pas, parce que nous sommes loin, à quel point les problèmes de sécurité dans cette région, et en grande partie en raison de la Corée du Nord, sont vraiment extrêmement aigus. Là, c'est un pas nouveau qui est franchi, si c'est vérifié, parce qu'il faut encore vérifier que c'était bien une bombe H, que l'explosion a été réussie, mais enfin, il y a déjà eu 3 essais. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui, c'est donc qu'il y a des indices C'est très importants. Extrêmement sérieux. Tous les États du Conseil de sécurité sont inquiets. La Chine ne s'est pas encore exprimée, mais elle va le faire. Et donc, je crois qu'il y a vraiment matière à s'inquiéter parce que l'attitude des dirigeants de Corée du Nord, en particulier de son principal dirigeant, est absolument... on ne peut pas la prévoir. Donc, c'est une menace extrêmement sérieuse. Oui. Est-ce qu'il y a un risque d'escalade nucléaire dans cette région? On va tout faire pour l'éviter, évidemment. Jusqu'à présent, les Coréens du Nord ont veillé à ne pas aller trop loin, à pas dépasser certaines lignes rouges. Les Coréens du Sud observent une retenue exemplaire. Donc, chaque fois qu'il y a eu des incidents à la frontière entre Corée du Sud et Corée du Nord, chaque fois, les dirigeants des deux côtés ont veillé à ne pas aller trop loin. Mais il peut arriver un moment où la situation devienne incontrôlable. Et donc c'est ça dont il faut que le Conseil de sécurité discute. Il y a déjà des sanctions sur la Corée du Nord, des sanctions économiques qui sont très dures. Vous pensez qu'il faut aggraver ces sanctions ? En tout cas, il faut en discuter, voir quels sont tous les moyens de pression possibles pour que la Corée du Nord arrête cette escalade nucléaire. Alors, autre sujet, vous avez été ministre de la Justice et à ce titre, vous aviez porté une loi qui réservait la déchéance de nationalité aux binationaux. Aujourd'hui, le gouvernement semble vouloir étendre cette déchéance à tous les Français. Est-ce que votre loi vous paraît aujourd'hui dépassée ? Je pense qu'il faut s'interroger. C'est-à-dire que, d'abord, il faut savoir de quoi on parle. La déchéance de nationalité, c'est une peine, et en soi, elle n'est pas choquante, à la condition qu'elle soit strictement encadrée et limitée. Elle existe dans notre droit depuis 1848, plus de 150 ans, et pour de très bons motifs. Et c'est pas parce que le régime de Vichy a complètement dévoyé cette mesure qu'il faut la condamner. Donc il y a toutes les approximations grossières qui ont été faites avec le régime de Vichy, le Front National, tout ça, à mon sens, ça n'a pas de sens. Maintenant, moi, mon souci, c'est de ne pas aggraver le sentiment d'injustice que peuvent avoir nos compatriotes binationaux en disant mais on réserve une mesure, on nous réserve une mesure. C'est la raison pour laquelle... Et c'est ce que vous aviez fait. Oui, c'est vrai. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai pris position en disant c'est vrai que la loi que j'ai portée, qui avait pour principal objectif de revenir au droit du sol, mais qui a aussi prévu qu'on ne pouvait pas créer d'apatrides avec la déchéance de nationalité, c'est une loi qui a consacré en quelque sorte ce qui était déjà admis dans notre droit, c'est-à-dire qu'il y avait une différence entre les binationaux et les Français qui n'ont qu'une nationalité. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, où on veut étendre la déchéance de nationalité, il faut s'interroger. Je pense que ce sentiment d'injustice que ressentent beaucoup de nos compatriotes qui sont binationaux, en particulier nos compatriotes de confession musulmane, mais pas seulement eux, je pense qu'on ne peut pas ignorer ce sentiment. Et donc, si on veut étendre la déchéance de nationalité, je pense qu'il faut s'interroger sur la question de savoir si on l'étend à tous, y compris aux Français qui n'ont qu'une nationalité. Vous y êtes favorable aujourd'hui ? Je pense que c'est à l'inverse de ce que vous aviez fait dans votre loi. Je pense que c'est une voie qu'il faut explorer. Alors après, il faut ça va créer des apatrides. Voilà. Alors après, il faut en examiner toutes les conséquences. D'abord, il faut se demander si c'est compatible avec nos engagements internationaux. Je crois que oui, pour avoir regardé le sujet, interrogé des juristes. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 dit que tout individu a droit à une nationalité et que nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité. Voilà. On va se mettre en contradiction. Enfin, c'est ce que disent certains, mais il y a, si vous voulez, dans la doctrine, certains disent qu'il ne peut pas y avoir de dérogations. D'autres disent qu'on ne peut pas être privé arbitrairement. C'est d'ailleurs le texte que vous venez de lire. Toute la question est de savoir
si on est privé arbitrairement ou pas. Je rappelle qu'il n'y a jamais d'automatisme, de toute façon. Donc il va falloir examiner, au regard de la Déclaration des droits de l'homme, au regard des conventions internationales que nous avons signées mais pas ratifiées. Moi, en première analyse, je pense que nous ne sommes pas liés, que l'extension de la déchéance de nationalité à tous les Français coupables de crimes de terrorisme, parce qu'il faut savoir de quoi on parle là encore. Il faut avoir commis un crime, pas simplement avoir été complice, avoir été loué une voiture ou avoir hébergé quelqu'un, il faut avoir posé des bombes. Bon. Deuxièmement, il faut avoir été condamné par un tribunal. Troisièmement, il faut avoir purgé sa peine. En général, pour ce genre de crime, on en prend pour 10, 15, 20 ans. Donc, c'est un sujet pour dans 20 ans. Mais ça n'empêche pas d'y réfléchir maintenant. Qu'est-ce qui se passe après ? Est-ce que c'est compatible avec nos engagements internationaux ? Je crois que oui, formellement, ça n'est pas contradictoire. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait si on crée des apatrides ? Ça, c'est un vrai sujet. Et je pense que dès lors qu'il faut réduire les cas d'apatridie, si on crée dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, un, deux, peut-être jamais d'ailleurs, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on en fait ? Je pense qu'il faut s'interroger à ce moment-là sur le statut qu'on peut donner à ces gens. Parce qu'actuellement, il existe un statut des apatrides, mais on ne peut pas l'appliquer comme ça, sans changer la loi, me semble-t-il, à des Français qui n'auraient pas d'autre nationalité. Donc voilà, tout ça induit, il faut qu'il y ait un débat, il faut qu'on aille au fond. Je pense qu'il faut que le débat aille au bout et qu'on regarde quelle est la moins mauvaise des solutions, sachant que en effet, moi, ça ne me choque pas, si vous voulez, pour des gens qui se sont mis complètement en dehors de la communauté nationale, qui ont voulu atteindre cette communauté nationale, qu'on utilise ce type de peine, mais encore une fois, avec les garanties nécessaires. Manuel Valls a un autre projet, c'est d'étendre, d'inclure dans la loi certaines mesures de l'état d'urgence. Est-ce que ça vous paraît possible ? Ça vous paraît raisonnable, sachant par exemple qu'il y aurait des mesures comme les perquisitions de nuit qui seraient généralisées ? Moi, j'attends de voir le texte. Là, il faut être très prudent. Je ne suis pas contre l'amélioration des instruments juridiques à la disposition soit des magistrats, soit des policiers. Mais je dis qu'il faut faire très attention et qu'on ne peut pas s'abstraire du contrôle du juge. Par ailleurs, il y a un principe aussi qui est admis dans notre droit, c'est que quand on est en garde à vue en France, qu'on soit ensuite coupable ou pas, mis en examen ou pas, quand on est en garde à vue, on a droit à un avocat. Et là, je ne voudrais pas qu'on déroge à ce principe. Donc moi, je regarderai ce texte dans le détail et je pense qu'il faut faire attention. Et puis, il y a la question des instruments juridiques et il y a la question du contrôle pratique. Je voudrais qu'on s'interroge parallèlement sur la coordination des différents services et qu'on fasse un retour d'expérience exhaustif sur les raisons pour lesquelles, dans certains cas, on n'a pas pu identifier ou empêcher. Voilà, on a empêché beaucoup d'attentats, c'est vrai, mais voilà. Donc je pense que c'est un ensemble. Merci, Elisabeth Guigou.